c'est parti. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas assister pourront suivre également. Donc, voilà, donc je suis conférent Cooper, le directeur de l'association À Cœur Joie. Et l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer de présenter assez rapidement et assez pragmatiquement comment préparer des assemblées générales en ligne ou à distance, en tout cas, pour essayer de vous aider dans cet effort que permet maintenant la loi. On va aborder donc d'abord des petites règles aussi sur l'utilisation des outils que vous avez là. Il vous est possible de rallumer votre micro si vous voulez intervenir, mais je vous propose peut-être que je fasse la petite présentation et après qu'on fasse un temps d'échange de questions. Et vous pourrez aussi, ça peut peut-être faciliter le travail, si vous avez une question spécifique, essayez de la noter plutôt vers la fin de l'intervention dans le chat, en la commençant avec questions, en gros, comme ça je pourrais les repérer. Désolé, je suis un peu tout seul à gérer tous les éléments aujourd'hui, donc il va falloir m'excuser si j'en rate, mais on va y arriver. On commence à avoir l'habitude. Voilà. Vous êtes des pros du Zoom, je le sais. Voilà. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est donc ça, de vous aider un peu à imaginer des assemblées générales en ligne et pouvoir avancer dans votre gouvernance interne. On va passer d'une part à travers le cadre légal et le brosser assez rapidement, qu'on puisse comprendre un peu les obligations et les possibilités que nous donnent des textes qui sont sortis récemment de manière temporaire pour faire ça. On va parler un peu évidemment des outils de l'Assemblée générale en ligne, qui est un peu particulière, les différents outils, comment les utiliser et quels sont ceux auxquels vous pourrez avoir accès. Et puis on va parler de la troisième dimension, qui est la question du vote et des différentes façons de s'y prendre pour que ça fonctionne à peu près, et surtout que ce soit à peu près légal, là, ce qui est un enjeu malgré tout, se rapprocher de la légalité le mieux possible. Voilà. Et puis on échangera ensuite quelques ressources et des outils, enfin quelques liens que je vais vous passer. Je vous le dis tout de suite, la présentation que je vais vous faire, je vais la mettre à disposition à la fin de la réunion dans le chat. Elle sera à disposition de toute façon. Donc ça, je la remettrai. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser après. Voilà. Et je vais peut-être commencer tout de suite en faisant un partage d'écran, si ça vous va. Hop. Et j'en profite pour saluer Alain Louiseau, notre président. Bonjour Alain. Enfin, je vous salue tous les membres, mais président quand même. Important. Hop. Alors, on y va. Je pense que c'est celui-ci, partagé. Voilà. Vous devez maintenant voir un écran partagé, c'est correct? Oui? Ok, super. Et je vais retrouver l'autre morceau. C'est celui-ci. Donc voilà. On y va. Donc ça, je vous ai parlé du déroulé de ce dont on allait parler aujourd'hui. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, par la question du cadre légal. Une petite précision, évidemment, je ne suis pas juriste, ni de formation, ni de vocation, mais de fait, il a bien fallu, ça m'a toujours un peu intéressé, mais ça fait quand même quelques mois maintenant que je suis obligé de m'intéresser au montage juridique, aux textes qui sortent régulièrement. Et puis évidemment, la question du droit des associations nous concerne tous, donc on s'y intéresse un peu plus précisément. Donc le cadre général des assemblées générales, ça rentre dans le cadre de la loi 1901 sur la vie associative. Donc ça, c'est un cadre global qui est assez libéral, c'est-à-dire qui vous laisse une assez grande latitude finalement d'organisation interne. C'est la logique de cette logique associative. Quant aux modalités d'organisation de votre asso, dans ses statuts, et ainsi de suite. La loi elle-même est assez peu contraignante quelque part. Ensuite, c'est vous, en tant que groupe, comme collectif, qui déterminez dans vos statuts des modes de gouvernance et dans les règlements intérieurs, évidemment, qui définissent toutes ces règles applicables au sein de cette grande loi de 1901. Et puis, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, il y a des situations particulières qui amènent des dispositions et des régimes d'exception temporaires. Et typiquement, la possibilité d'avoir une AG temporaire en ligne qui est pour l'instant ouverte jusqu'au 1er avril. Il y aura peut-être une extension, mais le texte de loi nous dit ça pour l'instant. Donc voilà un peu le cadre légal global qui nous amène à cette discussion.
Donc, le cadre plutôt libéral dont je parlais tout à l'heure, une grande liberté dans les modes d'organisation. Ensuite, il y a des éléments, évidemment, que vous connaissez tous, qui sont importants pour une assemblée générale dans les associations, et c'est défini dans les statuts, dans le règlement intérieur. C'est évidemment qu'il y ait une convocation claire qui soit envoyée à temps selon des modalités bien définies. Il faut avoir des modes de représentation des membres qui soient aussi clairement définis et respectés, ce qui permet d'atteindre au moment des décisions de l'Assemblée un quorum qui fonctionne bien et qui soit constaté officiellement dans le PV d'AG. C'est des éléments importants parce qu'on va y revenir après dans le cadre des AG en ligne. Et ça, c'est un élément important aussi. Il faut qu'il y ait une possibilité de débat et d'interaction entre les membres. Parce que, par exemple, dans la situation actuelle, je parle et vous avez vos micros coupés pourrait être problématique, mais vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros et d'intervenir, voire même d'interagir entre vous, un minimum avec le chat, mais ça fait partie de la logique démocratique des associations que d'avoir un échange possible entre les membres. Donc le débat effectif est vraiment essentiel. Les possibilités de vote font aussi partie de ce qui se définit dans les statuts. Et là, c'est aussi important, on y reviendra tout à l'heure, les modalités de ce vote, c'est-à-dire est-ce que ça doit être un vote secret, c'est parfois indiqué dans les statuts, est-ce que c'est un vote à main levée ou vote public, quel type de majorité on applique pour quel type de décision, est-ce qu'on veut une majorité absolue ou relative, ainsi de suite. Ces éléments-là peuvent figurer dans vos statuts et règlements intérieurs. Et puis finalement, évidemment, il faut qu'il y ait un enregistrement des décisions qui soient validées et acceptées par tous à l'issue du processus. Voilà un peu des grands éléments, le cadre légal qui définit l'Assemblée générale. Maintenant, la situation actuelle, un peu spécifique, amène à des dispositions particulières et une ordonnance qui a d'abord été émise le 25 mars, qui autorisait et continue d'autoriser les assemblées générales de manière en ligne ou en distanciel de manière un peu spécifique, et elle vient d'être allongée, étendue jusqu'au 1er avril. Donc on a cette possibilité-là maintenant. Les principales dérogations à ce qui peut être écrit dans vos statuts, c'est d'abord la possibilité de communication par voie électronique, de la convocation, des documents, ce qui n'est pas toujours le cas dans les statuts, mais là, quoi que soit écrit dans vos documents statutaires, c'est maintenant possible dans cette période de temps. La possibilité de transformer ce qui est un événement dit en présentiel, ce joli néologisme, en événement distanciel, c'est-à-dire sans présence physique, à condition, et la condition est suffisante, d'en informer jusqu'à 3 jours avant, 3 jours ouvrés avant l'AG, les membres concernés ou les représentants concernés par l'Assemblée générale. Donc, si vous aviez prévu une Assemblée générale et que tout d'un coup le gouvernement referme les possibilités de circulation, de sortie dans le pays, 3 jours ouvrés avant suffisent à la transformer en assemblée en ligne. On verra que ce n'est peut-être pas suffisant d'un point de vue pratique et pragmatique, mais vous avez la possibilité légale. Et donc, il est possible de se rassembler par vidéo ou audioconférence sous condition, donc d'abord jusqu'au 1er avril 2021, à condition qu'on puisse savoir qui est en relation, qui est en ligne, qui est là, d'où l'intérêt de la vidéoconférence à minima ou d'identification vocale si c'est par téléphone, et qu'il y ait des possibilités d'interaction entre les membres, comme on l'a vu lors de la diapositive précédente. Les autres possibilités ouvertes, c'est la possibilité de vote par correspondance également. On y reviendra, c'est important et utile. Donc voilà, je vais peut-être couper le partage une seconde, parce que parfois un peu fatigant d'avoir toujours des gens devant un écran. Donc du coup, une fois qu'on est dans ce cadre-là et qu'on se décide à faire une assemblée générale en ligne puisqu'on n'est pas capable de la faire en présentiel du fait de la situation, il y a un certain nombre d'étapes à respecter évidemment pour pouvoir avancer et le faire de manière à peu près légale. Donc, il faut commencer par regarder vos statuts tels qu'ils existent et voir s'il est déjà mentionné, c'est une première chose, la possibilité d'une assemblée générale à distance, ça peut être le cas éventuellement, et se poser la question de l'ajouter d'ailleurs plus tard éventuellement.
et donc voir un peu quelles sont les contraintes que vous donnent vos statuts, ce que c'est donner l'association. Bien noter aussi quelles sont les modalités de vote, qu'on évoquait tout à l'heure, vote secret, vote public, les types de majorité, ce qui vous permettra de déterminer les outils de vote que vous souhaiterez mettre en place. C'est assez utile. Ensuite, il y a des éléments importants, c'est de bien mentionner dans vos statuts que vous faites une assemblée générale du fait de la situation et dans un cadre légal spécifique, grâce à une ordonnance qui vous autorise à le faire. Donc, par exemple, ça pourrait être un texte de ce type-là, dans la convocation, conformément à l'ordonnance blabla, par l'ordonnance blabla, l'Assemblée générale se tiendra par visio-audioconférence, ou quelque chose d'approchant, ce qui vous couvre un peu dans le décalage qui se crée avec vos statuts. Il est aussi important, même si elle n'a pas de lieu, de préciser un lieu, surtout si c'est une AG qui est en mode hybride, c'est-à-dire que, par exemple, vous rassemblez votre bureau parce qu'il est petit, qu'il se situe dans la même ville, que vous avez une salle suffisamment grande pour le réunir en présentiel, mais que vous souhaitez que les membres assistent, eux, à distance. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un lieu officiel et puis la possibilité de se connecter à distance. Ça, c'est un peu des éléments. Voilà. Donc, on a vu un peu le cadre légal, les choses à vérifier dans les statuts, et puis les choses à mentionner aussi dans la convocation. Ça permet de se couvrir et de se border un peu dans le processus, ou un peu sérieusement. Voilà. Je rappelle, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer dans le chat, dans la discussion. Ça nous permettra d'avancer tout à l'heure. Voilà, c'était une première partie dans le travail. Ce que je vous propose maintenant peut-être, c'est de faire un petit sondage, maintenant que tout le monde est arrivé, pour voir, et je vais couper le partage, pour connaître un peu votre niveau d'expérience et d'intérêt dans la question des AG en ligne. Donc, je vais lancer un sondage. Levez un pouce si vous le voyez. Ouais, ça a l'air de marcher pour une majorité d'entre vous. Donc, vous pouvez répondre au sondage. Pour ceux qui ne voient pas, il y a des questions. Avez-vous déjà participé à une AG en ligne ou organisée ou à un vote en ligne de la même façon? Et puis ensuite, des informations sur votre position dans l'association. Est-ce que vous êtes membre du bureau ou du CA? En fait, j'aurais dû mettre conseil d'administration ou simple adhérent. Pour la deuxième question, ça aurait dû être conseil d'administration, désolé. Et savoir si l'asso est aussi adhérente à Cœur Joie, ça peut être intéressant pour nous. Les sondages nous permettent d'apprendre quelque chose et me permettent aussi de boire un peu de thé entre deux prises de parole. Alors, pour ce vote, mon quorum va être d'au moins 70% et j'en suis à 52% de votants. Alors, il faut bien répondre à toutes les questions, effectivement. Ah, mais il n'y a pas oui-non, c'est ça? Zut, vous êtes bloqué si vous n'avez pas... D'accord, je n'ai pas pensé, je n'ai pas testé, vous voyez. Un bon exemple, il faut toujours tester les outils. Désolé, si vous ne pouvez pas répondre à la première question, vous ne pouvez pas valider. OK. On apprend en testant. OK, on va mettre fin au sondage. C'est un petit exercice et on va partager les résultats tels qu'ils sont. On va laisser une petite minute encore. Allez, on approche des 60. Je suis à 66. Dès qu'on arrive à 70, j'arrête. Petite note, ce n'est pas un très bon outil de vote, cet outil. Vous allez comprendre pourquoi après, quand on va parler du vote. Il a des limites assez importantes pour la pratique. Allez, on met fin au sondage et je partage les résultats. Donc, on sait que la première question était problématique parce que vous étiez obligé d'y répondre et je n'ai pas mis rien de tout ça. Donc, tant pis. 65% ont déjà participé à une AG en ligne, 68% ont déjà participé à un vote en ligne, ce qui nous laisse imaginer que certains ont participé à un vote sans participer à une AG en ligne, c'est intéressant, et organisé 9%.
d'entre vous, en fait 3 personnes donc, concrètement, et la plupart d'entre vous, la quasi-totalité, sont membres du bureau ou du CA d'une association, ce qui est assez logique vu l'objet évidemment de la réunion. Vous êtes à 85% membres de l'association À Cœur Joie, et à tous les autres, bienvenue. On est très content de vous avoir avec nous également aujourd'hui. On espère que ça pourra vous être utile. Voilà. Hop. Donc, je vais fermer ça. Donc, merci bien pour ce petit exercice. Ça permet de voir un peu où on se situe. Donc, on revient à une deuxième partie dans la discussion qui est la question autour des outils. J'imagine que ça vous intéresse. Et je vais vous en montrer 2 ou 3. Donc, je vais repartager cet écran également. En grande approximation, il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles, que vous connaissez probablement. Vous connaissez Zoom, vous êtes en train de l'utiliser, mais il y en a d'autres. Je vais peut-être vous présenter Jitsi, qui n'est pas inintéressant. Il y a Skype, enfin, etc., Teams, il y en a plusieurs qui sont possibles. Et ça, je pense que c'est des choix qui vous reviennent et il faut réfléchir spécifiquement. Zoom, qu'on utilise actuellement, est une plateforme qui fonctionne plutôt bien. Beaucoup de gens ont pris l'habitude de l'utiliser également pour des répétitions, donc elle commence à bien se diffuser. Néanmoins, elle a certaines limitations qui sont principalement le fait que pour faire des réunions de plus de 40 minutes, je crois, il faut un forfait payant, donc ça a un coût, ce qui n'est évidemment pas évident. Peut-être dans le cas de votre chorale, avez-vous déjà pris un abonnement pour les répétitions, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est un peu une limitation de l'outil. Une autre limitation, c'est que ça impose quand même, malgré tout, pour la plupart d'entre vous, de télécharger un logiciel, et donc c'est un peu moins de flexibilité. Et ça a un avantage, et je n'en vois pas aujourd'hui, mais la possibilité de se connecter par téléphone à une réunion, c'est-à-dire d'appeler un numéro, de rentrer un code, et on peut joindre une réunion et l'écouter et y participer. Ce qui, là, pour le cas qui nous concerne, avec parfois des personnes qui n'ont pas de matériel informatique, mais ont un téléphone, ouvre des possibilités quand même intéressantes. Donc, Zoom permet ça. Mais il y a un peu une alternative à ça, si vous ne souhaitez pas prendre un abonnement et que vous n'avez pas des réunions trop importantes en taille, c'est un logiciel qui s'appelle Jitsi. C'est un logiciel, en fait, c'est une plateforme en ligne. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà utilisé, levez la main. Quelques-uns. OK. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais partager, pour le coup, là, un navigateur. Il faut que j'aille chercher écran partagé et celui-ci. Et vous devez voir maintenant un navigateur, c'est correct? Ouais, OK. Donc, voilà, c'est en anglais, mais je pense qu'ils ont peut-être une version qui se traduit en français. Peu importe. Et donc, c'est relativement simple à utiliser. Donc, le site internet, c'est meet.jit.c. Et je mettrai tout ça vous avez tout ça dans le document que je vais partager. Et vous pouvez créer une réunion que vous allez appeler CA Chorale. Je ne sais pas comment on va l'appeler, peu importe. Voilà, XXX. OK. Et là, vous créez à ce moment-là une réunion assez simplement. Vous voyez que dans la barre ici d'adresse, et là, je vais autoriser une caméra et un micro, je ne suis pas sûr, ça risque de me poser un problème, on va essayer. J'espère que vous n'allez pas perdre ma connexion. Vous m'entendez toujours? Ouais, OK, super. Et vous voyez ma tête aussi sur le partage d'écran. Ouais, c'est une deuxième caméra. OK. Et donc là, vous avez créé une réunion qui a comme nom meet.jit.c et le nom que vous avez donné, CA Chorale, machin, quelque chose. Et donc ça, c'est un nom que vous pouvez créer une fois et partager avec tous vos adhérents en amont, en créant un nom bien spécifique. Il ne faut pas mettre juste réunion CA, parce que cette réunion existe probablement déjà, et vous pouvez la partager. Et les gens se connecteront en tapant ce lien sur Internet et pourront rejoindre la réunion. Et voilà. Et là, à partir de là, on pourrait avoir, comme dans Zoom, d'autres utilisateurs qui se présenteraient, d'accord, et qui viendraient là. Et vous avez un ensemble de contrôles qui sont assez similaires. Donc, coupez le micro, coupez la caméra. Vous pouvez ici aller explorer des options en enregistrant. Vous pouvez faire pas mal de choses assez proches de Zoom. C'est un peu moins puissant, évidemment, mais c'est gratuit et très accessible. C'est un outil qui est pas mal si vous avez des groupes pas trop importants, parce qu'après un certain nombre d'utilisateurs, ça devient parfois plus compliqué à gérer.
mais ça vous permet de faire des choses, y compris partager un écran, comme on le fait là, par exemple. Donc, voilà. Jitsi, c'est quelque chose qu'il faut explorer, ça permet d'avancer sans zoom dans certains cas. Je vais quitter cette réunion, quitter ce partage. Hop. Voilà. Vous trouverez les références dans le document. Zoom, on en a parlé. Il y a un autre outil qui est l'outil Microsoft Teams, que vous connaissez peut-être, qui est assez proche de Zoom en un sens, et vous y avez peut-être pour le coup accès, peut-être via votre travail ou des choses comme ça, donc ça permet aussi de faire des réunions qui ressemblent un peu à Zoom et d'envoyer un lien. Et avec Skype, je n'ai pas eu l'occasion de voir des réunions comme ça avec invitation. J'imagine que ça doit être plus ou moins possible de faire quelque chose également. Je ne sais pas si certains ont pu l'utiliser. Alors, maintenant, je vais partager mon écran parce que là, on a parlé des outils et finalement, ils se ressemblent pas mal tous. En revanche, il y a un peu des spécificités et des choses auxquelles penser pour que ça fonctionne bien. Vous avez vu tout à l'heure sur mon sondage, par défaut de test, je n'avais pas anticipé un problème. Et ça, c'est vraiment peut-être ce qui est vraiment important, c'est de faire des tests en amont de ce que vous prévoyez de faire, donc y compris avec des membres éventuellement. On peut même mettre un S à membre, mais peut-être avec une ou deux personnes, ça suffit, pour apprendre à bien maîtriser les fonctions de base d'une réunion. Donc, par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure, couper les micros de tous les participants, ça permet, tout en les laissant les rallumer, d'éviter des effets de pollution sonore, mais vous devez avoir l'habitude maintenant. Utiliser les outils de conversation, le chat, comme on le fait là, ou d'autres interactions mises à disposition. La fonction de partage d'écran, qui est franchement utile dans une AG, par exemple, ça permet de présenter, comme on présenterait un document sur un vidéoprojecteur, à tous les participants quelque chose, et puis finalement l'enregistrement de la réunion. Mais l'élément important, c'est quand même l'en-tête, la faire des tests. Mettez-vous en situation de l'AG et vérifiez que tout ce que vous avez prévu fonctionne. Si le logiciel vous permet d'enregistrer, vous pouvez faire le test un peu tout seul, enregistrer et regarder votre enregistrement pour repérer ce qui fonctionne ou pas. Et finalement, c'est ce que nous avions fait pour l'Assemblée générale organisée l'an dernier, proposer à vos membres une séance de test, une ou deux séances de test, pour qu'ils s'adaptent et s'habituent au fonctionnement de l'outil. Ça permet quand même de gagner du temps pendant les réunions. Et une AG, comme ça une valeur légale, autant éviter de perdre du temps sur la technique dans la mesure du possible. Un petit point pour les intervenants principaux, c'est intéressant de soigner le son, c'est-à-dire en faisant ces tests, vérifier quelle caméra ou quel dispositif son, si vous en avez plusieurs, fonctionne le mieux sur votre ordinateur. Voilà, ça c'est des petites choses utiles. La question de l'éclairage, alors là, moi par exemple, vous ne les verrez pas, mais j'ai un spot là, j'en ai un là et j'ai l'éclairage là, pour ressembler à quelque chose à peu près. Et c'est moins fatigant pour les gens qui vous regardent si vous avez un bon éclairage. Quand on est en contre-jour, ce n'est pas terrible pour les utilisateurs. Et puis, essayez de regarder, comme je le fais là, vos interlocuteurs dans les yeux, c'est-à-dire regarder une webcam dans son œil, ce qui est un drôle d'exercice, mais ça permet que les gens se sentent un peu plus concernés. Mais c'est évidemment difficile de parler tout seul à une caméra, vous le savez. Voilà. Finalement, partager le travail, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs personnes aussi qui puissent vous aider à noter les questions, organiser les demandes de prise de parole, éventuellement gérer les aspects techniques, partage d'écran et ainsi de suite, parce que c'est parfois une gymnastique un peu compliquée, il faut le dire. Moi, j'ai commencé à avoir un peu l'habitude, mais vous voyez que parfois ça rame quand même un peu. Et j'ai 3 écrans, il faut que je me balade entre tout ça. Ça vaut le coup du coup de s'entraîner un peu. Ça aidera au succès de l'opération. Voilà. Donc, il ne faut pas sous-estimer la courbe d'apprentissage, je pense. Peut-être sur ces aspects-là, si vous avez des questions, je vais essayer de réouvrir les notes. Alors, oula, il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai eu beau donner la consigne de vous dire de marquer question au début, mais il n'y en a pas. Alors, je regarde. Il y a un décalage entre la vidéo et la parole dans Jitsi, ça peut arriver tout à fait, comme dans d'autres logiciels, mais ça peut arriver plus facilement avec ça. Il n'y a pas de limite de temps sur Teams, ok, c'est une information. Peut-on avoir une idée du montant de l'abonnement à Zoom? De mémoire, je crois que c'est quelque chose comme 15 € par mois. Je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un l'a pris récemment? Plus, moins? Ouais, c'est à peu près ça. Hein.
Moi, j'ai vu 19. Ah, peut-être 19 euros 19. par mois. Oui, il y a quelques jours. D'accord, c'est possible. Parce que nous, on a des abonnements plus gros avec, enfin, parce qu'on a par exemple la semaine prochaine, enfin là, à la fin de la semaine, et je vous invite tous, si vous n'êtes pas déjà inscrit, un champ commun, et on va avoir, on a déjà 900 inscrits, je crois. Donc là, on est obligé d'avoir un abonnement qui est un peu plus cher, forcément. C'est ça. Donc, on peut payer par mois, Zoom, vérifiez bien l'option, sinon vous serez par défaut facturé à l'année, mais ça permet aussi, juste pour l'Assemblée Générale, d'investir 15 ou même 20 euros. C'est peut-être possible malgré tout. Je regarde rapidement. Oui, vous recevrez le document, on me le demandait et on le fera tout à fait. OK, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur les outils? Et ouvrez votre micro si vous en avez une. Moi, j'avais demandé, il y a sur Teams, on peut lever la main pour demander la parole. On n'entend pas du On tout. n'entend pas bien, il faudrait parler plus près du micro ou plus fort. On n'entend rien. Ah, voilà. On n'entend pas. Le test du micro. Sur Teams, on peut lever la main pour demander la parole et c'est très pratique en AG. Et sur Zoom, à ma connaissance, on ne peut pas le faire. Et est-ce qu'on peut le faire sur Jitsi? Alors, on peut absolument le faire sur Zoom. sur Zoom, vous pouvez. D'ailleurs, Ah bon? en bas. Il y a réaction, mais réaction, c'est applaudir ou c'est dire d'accord, mais c'est pas Non, lever. non, c'est sur Ici, on peut lever la participant. main. Sur participant. Tu cliques sur participant. Ah oui, d'accord, pardon, lever la main. D'accord. Et vous pouvez lever la main et effectivement lever et baisser la main. Donc ça, Merci. on fait également sur Jitsi de mémoire. C'est maintenant un peu un standard et utiliser ces réactions, évidemment, on peut les utiliser pour autre chose. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, je reviens un peu en arrière. Quand on parlait d'identification, est-ce que l'enregistrement de la séance vaut identification? Alors, c'est une question qu'on va aborder après, effectivement, c'est important. C'est le remplacement de la feuille de présence par autre chose, du coup. C'est une question importante. C'est une bonne question et je vais en parler après. OK. Oui, Marie-Jo? Et savoir comment on calcule le quorum. Parce que, par exemple, notre chorale qui comporte plus de 60 choristes, cette année, on leur a demandé de payer la cotisation à Cœur Joie National pour soutenir le travail de l'association. Et il y en a que 30 qui l'ont payé. Donc, le quorum, il va être calculé sur ces 30. J'ai envie de vous dire de lire vos statuts et de voir ce qui définit le statut de membre dans le statut de votre association précisément. Il faut payer sa cotisation pour voter à l'Assemblée générale. Alors, ce sont ces 30 personnes qui sont effectivement les membres de l'association, logiquement. Mais on va les inviter les autres quand même, et ils n'auront pas le droit de vote. Voilà, vous pouvez à ce moment-là trouver évidemment une solution comme celle-là. Je me permets, sauf s'il y a une partie de la cotisation qui va à l'association elle-même, sans parler de la cotisation à Cœur Joie. Oui. Donc, il faut effectivement clarifier, d'après vos statuts, c'est un peu, il y a autant de cas finalement que d'associations, mais c'est cette logique-là. Donc, le quorum est a priori déterminé par les membres, enfin, à partir des membres, et parfois c'est plus réduit, ça peut être les gens présents, ça dépend de vos statuts. On parle de l'AG de quelle année? Parce que là, on va être en 2021, c'est l'AG de l'année de l'exercice 2020, 1er janvier, 31 décembre 2020. On parle d'autres choses. Est-ce qu'on a une dérogation? Alors, la dérogation ne parle et ne porte que sur le fait qu'on puisse tenir une assemblée générale de manière dématérialisée. Elle ne vous autorise pas a priori à changer votre régularité des assemblées générales, qui est elle-même un élément qui est défini normalement aussi dans vos statuts, parce que de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation d'une assemblée générale annuelle dans la loi, mais peut-être quelqu'un peut me détromper. C'est une obligation. C'est souvent ce qui se fait, c'est une logique assez simple. Ça permet de valider des comptes aussi, et ainsi de suite. Bon. Mais ce n'est pas totalement obligatoire. Donc là, on parle a priori sur un début 2021, on parle des AG pour l'année 2020 éventuelle, pour l'instant. Oui, alors parce que année 2020, le nombre d'adhérents, bon, c'était avant l'épisode Covid, donc j'imagine que dans la chorale de Marc Michaud, je crois,
il y avait 60 personnes. Alors, est-ce que ce sont ces 60 personnes qui assistent et qui ont le droit de vote ou ce sont les nouveaux participants? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Alors, regardez vos statuts et vos règlements intérieurs qui devraient normalement réguler cette question, mais c'est a priori les membres au moment de l'AG, puisqu'ils sont concernés, ce sont les membres associés. Ce serait ça la logique générale. Mais ça peut... Excuse-moi, j'ai encore une question. Est-ce que quand on enregistre la réunion, on enregistre les interventions de chacun, etc. Mais comment on enregistre la liste des participants? C'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. Et ça dépend des systèmes. Certains peuvent l'enregistrer ou pas. Zoom peut nous faire un rapport. Mais vous allez voir la question et la question qu'on puisse prouver les choses derrière. Donc, c'est là où on a besoin d'autres outils. On va peut-être passer du coup à la prochaine étape puisque ça traite un peu de ces questions, justement. Le déroulement concret d'une AG en ligne et les conséquences que ça a. Donc, je vais repartager peut-être l'écran. Alors, hop, c'est celui-ci. Normalement, on a trop d'écran. Voilà. N'hésitez pas à recouper vos micros s'ils sont allumés. Hop. Et j'avance. Voilà, sur le déroulement de l'AG en ligne, il y a les obligations réglementaires qu'on a évoquées. La feuille de présence, et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, comment remplacer la feuille de présence qui est normalement signée physiquement par les participants? C'est évidemment un peu compliqué de leur faire signer. Donc, une méthode, c'est évidemment d'enregistrer la réunion qui permet de garder une preuve de qui était là, surtout s'il y a un aspect visuel. Une copie d'écran, à minimum, de la liste des présents ou une extraction si elle est possible. Une liste, si vous réunissez le bureau, plusieurs personnes qui signent que toutes ces personnes étaient là, il faut essayer de trouver une solution pour conserver ces éléments, surtout. C'est ça qui est intéressant, garder la vidéo et la trace de ce qui s'est passé pour garantir la légalité finalement de la réunion. Je reviens en arrière, excusez-moi. De la même façon, vous avez une obligation. Donc, ce n'est pas une question totalement simple à résoudre, mais si vous avez une vue vidéo de tous les participants, si vous n'êtes pas trop nombreux, si vous n'êtes pas 1000, justement, là, ça devient franchement plus compliqué. Si vous êtes tous plus ou moins vidéo, quelques-uns au téléphone, on verra à travers la question du vote qu'on peut aussi les faire se présenter et qu'ils soient identifiés par leur pair, finalement, de manière vocale, ça suffit en gros. Ça permet de fonctionner. Les documents soumis au vote, on peut les envoyer donc en amont par voie électronique si nécessaire. Et puis, si vous avez un document à présenter, un nouveau budget à faire voter, je ne sais pas, le présenter en partage d'écran, ce n'est pas impossible, comme on le fait dans une AG normale. Globalement, sur le déroulé de la réunion, on est dans une assemblée générale normale. Il faut essayer de rester assez proche des logiques statutaires et de gouvernance que vous avez. Donc, ça doit être le président qui mène la réunion ou la présidente. Peut-être annoncer en amont et peut-être à plusieurs reprises les règles de fonctionnement de cette opération un peu particulière, comment ça va se passer, quel va être le déroulé, quelles vont être les modalités d'interaction, comme je l'ai fait au début et comme je peux le rappeler maintenant, vous pouvez poser vos questions dans le chat, et les modalités de vote que vous aurez dû de toute façon annoncer dans l'envoi de convocation, que tout le monde soit bien prévenu de ce qui va se passer et comment ça va se passer. Sinon, il faut suivre le déroulé de votre AG normal, donc les rapports, les approbations, les comptes, tout ce que vous faites d'habitude, et les votes, en laissant de l'espace au débat et aux questions pour que ce soit véritablement une assemblée démocratique. Voilà. Il est utile de prévoir des pauses. Si votre assemblée risque de durer plus d'1 heure et demie, là, il faut vraiment prévoir des moments de pause, sinon il y a un effet de fatigue Zoom, peu importe le logiciel qui s'installe. C'est vraiment utile de pouvoir se dégourdir les jambes et le cerveau quelques minutes. Ça ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai été des fois dans des réunions de 3 heures sans pause. C'est quand même très, très difficile d'être attentif. C'est pire que l'effet de digestion après un repas. Les réunions qui commencent à 14 heures et qui vous tuent. Et alors là, le Zoom, c'est encore plus indigeste. Finalement, ça, c'est quand même utile. Ce que je viens de faire à l'instant, c'est de couper les micros de ceux qui ont oublié de le faire, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des bruits parasites et vraiment se tenir à cette discipline du micro ouvert quand on parle et de l'imposer du coup.
On a évoqué tout à l'heure la possibilité pour ceux qui ne sont pas équipés d'ordinateur de se joindre à des réunions via un numéro de téléphone. Il y a une astuce, on voit souvent le problème, c'est qu'il est possible évidemment de désactiver le téléphone de ces gens, mais il faut qu'ils puissent le réactiver s'ils veulent parler. Et sur Zoom, par exemple, selon le logiciel, il y a des codes, mais c'est étoile 6. Il faut réussir à le savoir pour s'en sortir. Donc, ça vaut le coup de le rappeler à ces participants. Vous êtes par téléphone, on a coupé votre micro, tapez sur votre clavier étoile 6 et vous pourrez parler. Activer, désactiver. Ce type d'informations, il faut aller les chercher un peu sur les forums d'aide, enfin sur les pages des aides des logiciels, et ça permet de fonctionner à peu près correctement. J'ai déjà eu des réunions avec des gens dans des pays étrangers sur des marchés en Afrique, par exemple. Il y a parfois pas mal de perturbations sonores qui sont compliquées à gérer si on ne sait pas faire ce genre de choses. Voilà. Donc après, on va passer au vote. Avant de passer au vote, je vais peut-être aussi expliquer aussi un peu le type de contexte dans lequel vous vous situez probablement et qui conditionne un peu la suite de ce qu'on va aborder. Vous n'êtes pas a priori dans des associations qui ont des gros enjeux financiers, des gros enjeux politiques ou des gros combats qui risqueraient d'amener à des effets de contestation devant un tribunal ou ce genre de choses. Vous avez probablement un niveau de risque légal qui doit être faible à moyen, disons. Okay, vous n'êtes probablement pas en train de gérer un patrimoine immobilier de la chorale avec je sais pas, un château en Sologne, je ne sais quoi. Et donc, on va un peu se baser sur cette hypothèse un peu réaliste et pragmatique. Un premier aspect sur le niveau de risque lié aux enjeux. Et par ailleurs, on va partir du principe que vous êtes entre gens de bonne compagnie et globalement pas dans des situations de combat majeurs, auquel cas il faut vraiment serrer tous les écrous de la légalité au plus près de cette légalité. Tout ça pour dire que on va aborder les questions comme le vote, par exemple, et que je laisse à votre sagesse la possibilité de décaler un tout petit peu, de prendre des petits risques légaux dans certains cas et trouver des solutions pragmatiques qui vont fonctionner à défaut d'être 110% parfaitement légales. La réalité est comme ça. Et c'est déjà ce qui se passe souvent dans des assemblées générales normales. On n'est pas toujours exactement au millimètre près. Mais entre gens, c'est une association chorale, quoi. Donc vous êtes là pour faire des choses ensemble. On va supposer que vous entendez à peu près bien. C'est un petit préambule, mais c'est quand même important de l'imaginer. Donc, si quelqu'un ici est le président de la Fondation de France, ou je ne sais pas, d'une énorme organisation qui a énormément de fonds, il va falloir qu'il s'adresse à un avocat, pas à cœur joie, quoi, forcément. C'est important de le dire. Je le dis parce qu'on va commencer à traiter de la question du vote, sauf si vous avez des questions spécifiques sur le déroulement de l'AG elle-même. Je regarde là s'il y a des questions qui me sont arrivées. Ouais, prévoir le volet de procuration dans la convocation, on va en parler. Les procurations, ça dépend de votre système de vote, mais ça peut être effectivement le cas. Donc, je vais repartager l'écran. C'est celui-ci, par exemple. Voilà. Bon, une fois qu'on est en AG, il y a un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions tous ensemble et voter. Et alors là, il va falloir faire des choix. Comment choisir la bonne modalité de vote à distance? Ça va d'abord être déterminé par ce qui est écrit dans vos statuts. Est-ce que dans vos statuts, il vous est imposé le vote à bulletin secret? C'est une première type de modalité. Ou est-ce que ce vote peut être public, à main levée, peu importe. Ça, c'est un premier grand embranchement qui vous permet de décider des outils que vous allez vouloir utiliser. Si le vote doit être à bulletin secret, il est possible, surtout dans le contexte qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire des associations où il n'y a pas des gros enjeux, des gros combats, de demander à tous les membres, s'ils sont d'accord, vous le demandez par email et vous gardez la trace, pour cette assemblée générale, de passer un vote à main levée, qui est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre dans le cadre de la vidéoconférence, par exemple. Donc, on peut avoir un accord préalable et s'en targuer pour arguer de la validité de la méthode employée.
Et donc, comme je le disais, il y a effectivement la question des réalités, des enjeux politiques de l'association qui doit être pris en considération également. Voilà, c'est un peu les deux cas. Quand le vote est secret, et on va y revenir, il y a différentes méthodes pour mettre en œuvre ce vote. Donc, si vos statuts vous imposent un vote secret, que les enjeux l'appellent, que vous n'arrivez pas à un accord pour trouver une autre méthode, vous devez mettre en place ce vote. Ou si, par exemple, il s'agit de la désignation d'administrateurs ou des choses comme ça, c'est utile de respecter le vote secret. Il est toujours possible de faire un vote par correspondance, c'est-à-dire papier, avec le système que vous connaissez, des enveloppes dans des enveloppes, enfin voilà, tout un système. Ça, vous trouverez facilement des méthodes en tapant sur Google si vous le cherchez, et une procédure assez classique et assez traditionnelle. Ça fonctionne bien, c'est pas impossible de le faire. Il ne faut pas forcément s'en priver, ça permet d'avoir quelque chose, là pour le coup, de très documenté et assez fonctionnel. Ça permet de le faire facilement. Si on veut faire un vote électronique qui soit conforme aux recommandations à la fois de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et au règlement général pour la protection des données, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et pour ça, il y a un guide qui a été établi par la COFAC, sur lequel on a travaillé. Je vais vous le montrer. Il est disponible, et j'ai mis le lien là. Hop, écran. C'est celui-ci. Donc, c'est un document PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est un document qu'on a fabriqué à la COFAC avec l'aide de consultants extérieurs qui nous ont bien aidés. Et on a vraiment essayé de creuser au fond la question des obligations qui s'imposent aux associations pour faire ce type de choses. Il est apparu qu'en fait, ce n'est pas du tout simple, sauf si vous avez de l'argent à investir et qu'il faut en fait, pour être totalement dans les clous, pour faire un vrai vote secret, vraiment dans la règle, investir au-delà de 1 000 € quoi qu'il arrive, en gros, et ça peut monter très très vite. Et donc ce document, je vous le conseille quand même, parce qu'il permet aussi d'analyser un peu sa situation et de faire ses choix de manière assez organisée et de prendre son petit risque légal si on le souhaite ou pas par rapport à la question. Et ça couvre aussi les questions du vote non secret qu'on va aborder tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un outil que je vous recommande. Trop compliqué. Et je repartage celui-là. Voilà. Mais globalement, il faut quand même se dire que ça coûte de l'argent que vous n'avez probablement pas. Donc, on verra à la fin un modèle que je vous proposerai qui est d'éviter le vote secret si possible. Ensuite, on peut aussi faire un vote électronique qui ne soit pas totalement conforme à la CNIL, ou en tout cas ou au RGPD, ou à l'un ou à l'autre, et d'accepter un petit risque, bon, mais ce n'est pas totalement impossible, si les risques de contestation principalement sont faibles. On peut faire ça. Il y a des plateformes en ligne, comme par exemple celle qu'on a utilisée à l'association HackerJoie. Très honnêtement, au moment où on a fait ce choix, on ne connaissait pas, on n'avait pas fait ce travail avec la COFAC sur la question de la légalité. Donc, en fait, la plateforme qu'on a utilisée, Election Runner, une plateforme citée aux États-Unis, elle est plutôt bien, elle est plutôt conforme en partie aux exigences de la Commission nationale informatique et liberté. En revanche, comme elle est située sur le territoire américain, il s'avère qu'elle n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données, par exemple. Bon. On a quand même fait un processus assez détaillé. Et il existe à ce sujet une vidéo que j'ai mis également en lien à la fin du document que je vais partager. Si vous voulez voir, j'ai raconté un peu comment on avait fait. Donc, il y a celle-ci. Il y en a une autre qui existe, qui est balotilo.org, qui est assez séduisante, qui est assez chouette. Le seul problème, c'est qu'on a essayé de contacter à de nombreuses reprises le développeur, on n'a jamais réussi, pour savoir qui était vraiment derrière, parce qu'ils nous garantissent que les données sont protégées, qu'elles sont mises en blablabla, ainsi de suite, mais faute de contact, on ne les avait pas intégrées dans les solutions retenues. Néanmoins, elle peut être intéressante à regarder pour une chorale qui a, je ne sais pas, 50 membres, peut-être c'est une solution simple de vote, et ils offrent la possibilité de faire des votes non anonymes, soit non anonymes, c'est-à-dire ouverts, ce qui est pas mal, parce que là, chacun peut vérifier que son vote a bien été pris en compte. On verra ce type de solution.
Donc voilà, il y en a d'autres aussi qui existent, hein, mais voilà. Globalement, mon conseil, c'est d'éviter le vote secret si possible, si ça vous est possible dans vos statuts et dans la situation. La situation la plus favorable de ce point de vue-là, du coup, c'est quand même d'avoir un vote public, c'est-à-dire où chacun sait ce qu'il a voté lui-même, peut le vérifier, et du coup sait ce que les autres ont voté. Mais là, on n'a pas de contestation possible si tout est à la vue de tout le monde. Vous voyez un peu le type de situation, c'est le vote à main levée, simplement, ça s'appelle comme ça. Chacun vote et on sait ce pourquoi qui a voté. On peut tous le noter et vérifier que ça a été noté correctement. Donc, il peut être public ouvert ou à main levée statutairement, soit, comme j'expliquais, avec un accord préalable des membres qui peut s'organiser relativement facilement en général. Voilà, avec une très légère fragilité légale si vous avez des situations de conflit, mais je pense que ça va. On l'a utilisé, par exemple, au sein même de la COFAC en CA pour des désignations de membres du bureau, des choses comme ça. On a fait tourner un email et tout le monde était d'accord pour fonctionner comme ça et on a avancé. Bon, il ne faut pas se mettre martel en tête non plus. Donc, un vote public pendant l'AG. Concrètement, comment ça peut se passer? On peut simplement utiliser la fonction de prise de parole. Je pourrais prendre par exemple ici la liste des participants qui ont le droit de voter. Et ça répond à la question de tout à l'heure. S'il y a dans l'Assemblée générale des participants qui n'ont pas de droit de vote, mais qui sont là en auditeur libre, ça permet de faire ça. Je prends la liste et je dis Michel Bonnet, voter pour, abstention contre, et ensuite Marie-Odile, je vois vous êtes en dessous, et Catherine, et ainsi de suite. On peut passer la liste, ça prend un peu de temps, mais ça permet d'avoir là un niveau de sécurisation du vote qui est assez fort. Tout le monde entend la même chose et on note bien les résultats. On est assez tranquille au bout du bout, dans la mesure où on enregistre la réunion, on n'a pas trop de soucis. On peut utiliser éventuellement aussi une plateforme partagée, que ce soit un équivalent Doodle ou Framadate en utilisant des fonctions des fonctions de formulaire. Globalement, les outils qu'on peut utiliser, il faut que les gens puissent, les participants, les votants puissent voir ce pourquoi ils ont voté et puissent de bout en bout vérifier qu'au moment où on clôt le vote soit correctement enregistré. Donc, si on utilise même simplement une feuille Google, si je le faisais là, j'en ai préparé une très rapidement tout à l'heure, ça peut même être un outil très simple comme ça. Donc, si je partage l'autre fenêtre, on peut imaginer une feuille Google, ça, je pense que vous connaissez ce type d'outil. Donc, c'est Google ou d'autres. Google, je ne sais même pas si c'est RGPD, il faut peut-être utiliser un autre outil. Mais un document partagé dont vous partagez le lien et le votant 2, moi je serai votant 7 et je vais choisir, je suis pour, et pour les rapports financiers, je m'abstiens, peu importe. Et je vois les autres remplir leur case et à un moment, on bloque le partage et tout le monde peut voir dans un partage d'écran et s'assurer que le vote correspond bien à ce qu'il a fait et à partir de là, on valide. Donc, c'est une façon de faire qui peut être assez fonctionnelle, par exemple. Ou avec un formulaire de type Google Form ou autre, mais ce qui est peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, par exemple. Ça, c'est des solutions. Ça peut être simplement aussi un document texte, ou peu importe, s'il y a peu de votants, on peut faire des choses relativement simples, finalement, qui permettent d'arriver au même résultat. Le principe, les votants doivent voir ce qu'ils ont voté de bout en bout et vérifier à la fin que c'est bien conservé au moment où on clôt le vote. Finalement, une solution, c'est le vote par email, qui est aussi possible. Et les emails peuvent être conservés, du coup. Voilà, dans un cercle de confiance, on sait à qui appartiennent les emails. Il n'y a pas de raison que des hackers russes viennent essayer de changer le vote de votre association en faisant des faux emails. Donc, on peut avoir une confiance relativement fine à cet outil malgré tout. Voilà, je reviens là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces modalités du vote. J'imagine que oui. J'ai essayé de garder relativement simple pour ne pas rentrer dans trop de détails. Mais vous avez peut-être des questions qui rentrent dans le détail. Donc, je suis tout à fait preneur pour y répondre. Et après, on pourra de toute façon avoir une discussion globale. Et par exemple, je regarde les questions s'il y en a. Questions, c'est parti. Question, je ne vois pas comment on peut avoir la liste des présents pour faire ensuite une capture d'écran. Donc, par exemple, là, dans notre réunion, j'ai à droite
sur mon écran les participants et je peux faire avec mon ordinateur un prime écran quelque part. Je ne sais pas où il est, je n'ai jamais fait sur celui-là. Et j'aurai l'image enregistrée de mon écran et dans cette partie-là. Ce n'est pas une solution idéale, mais ça peut fonctionner dans certains cas. Le mieux, je pense vraiment, c'est l'enregistrement de la réunion, si possible. C'est quand même une solution assez propre. Et un compte-rendu qui nomme tous les participants, ce qui permet à quelqu'un de contester éventuellement après, mais ce qu'ils ne feront pas a priori dans une chorale parce qu'ils étaient là et qu'il n'y a pas trop de raison qu'il y ait un combat comme ça. Mais c'est effectivement une bonne question. Question, le sondage que vous avez fait tout à l'heure a-t-il été réalisé sur Zoom? La réponse est oui. C'est dans les options avancées, il faut avoir un compte, aller dans son compte et dans la réunion, préparer le sondage en amont. Et donc, ça, c'est un peu une manipulation supplémentaire. En revanche, je vous ai présenté des résultats. J'aurais très bien pu les manipuler, les préparer à l'avance ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas, en tant que membre de cette Assemblée générale, de moyen d'être sûr que votre vote a été pris en compte. D'ailleurs, même moi, techniquement, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je ne sais pas ce que Zoom me présente comme résultat, d'où ça vient vraiment. Donc, ce n'est pas un outil de vote très, très adapté. Pour info, on l'a utilisé également dans notre Assemblée générale pour valider quelque chose. Je ne sais plus ce que c'était. Bon, ce n'était pas un ordre très important. Mais en fait, ce n'est pas un outil très fiable au fond. Donc, on avait demandé aux gens qui n'avaient pas le droit de vote de ne pas voter, ce qui, a priori, ils n'ont pas fait. Il n'y a pas moyen de vérifier exactement. Ce n'est pas idéal. Pas conforme à la CNIL, mais secret quand même sur Ballotilo ou Election Runner, par exemple. Oui, vous avez la possibilité, en tout cas sur Election Runner et Ballotilo aussi d'ailleurs, d'avoir des votes secrets, c'est-à-dire que les gens votent, vous ne savez pas pourquoi ils ont voté, et ils sont sûrs d'avoir voté, ils reçoivent un certificat, quelque chose. Donc, on se rapproche d'une situation propre. Cela étant, on n'est pas au niveau des exigences de la CNIL qui demande la création d'un serveur dédié, des logiques de certificats, enfin, bref, un niveau quand même de technicité assez élevé dans leur demande de sécurisation qui ne sont pas atteints par ces systèmes. Dans pas mal de situations, c'est franchement suffisant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé Ballotilo Election Runner pour organiser quelque chose. Vous levez la main? Non? Personne? Ça permet quand même de travailler. Bon. Mais ce n'est pas l'idéal. Voilà. Et il y a des gens quelqu'un qui nous dit que c'est des consignes compliquées, évidemment, pour pas mal de CA. On en est bien conscient. C'est pour ça que j'ai vraiment cité l'option du vote par papier qui permet, de manière assez simple et assez connue et classique, de fonctionner et d'avoir une démocratie interne du coup qui marche. Il ne faut pas s'en priver parce que ça marche pas trop mal. C'est un peu de temps et de courrier, mais ça permet de s'assurer de quelque chose de très traçable et très efficace. Ça ne vous empêche pas. On peut aussi combiner les deux. Vous pouvez faire un vote papier et quand même faire une réunion pour conserver la discussion, l'échange et les questions. Et je vois par exemple Marie-Jo qui a levé une petite main bleue et ça met en direct. Il y a peut-être une question supplémentaire. Oui, parce que je n'arrive pas à envoyer une question par écrit. Ah, d'accord. Alors, je me demandais, c'est une question idiote, parce que je ne suis pas très douée en informatique, comment on fait pour copier toute l'Assemblée générale sur Zoom? Pour enregistrer? Enregistrer, oui. Voilà. Quand vous êtes l'organisateur de la réunion, il y a plusieurs statuts sur Zoom. Quand vous créez la réunion, d'accord, avec votre compte, vous avez des options en bas, et il y en a une des options, c'est enregistrer. Et là, c'est en train d'enregistrer chez moi. Et à la fin de la réunion, l'enregistrement s'arrêtera et sera sauvé sur mon disque dur, sur mon ordinateur. Charge à moi de garder ce fichier et de le garder comme preuve et de le stocker correctement. Et ça fonctionne comme ça. Donc, c'est le webmaster qui le fera. Pardon? Et nous, c'est le webmaster qui le fera. Ce ne sera pas moi. Ce sera quelqu'un qui sera en charge de la technique, donc il faut bien définir des rôles et trouver les compétences si on ne les a pas soi-même. Évidemment, c'est une contrainte supplémentaire. C'est la façon de faire. Mais c'est un peu comme si vous avez une assemblée générale dans une salle qui a une sonorisation, et il faut trouver quelqu'un qui sait la gérer. Voilà, c'est un aspect technique nouveau, et c'est là où c'est un peu compliqué. Il y a aujourd'hui quand même pas mal d'aides, pas mal d'outils pour vous aider, et puis surtout les pages d'aide. On fera un petit point là-dessus tout à l'heure. Voilà. D'autres questions? J'en ai d'autres.
Ceux qui participent par téléphone ont-ils la possibilité technique de voter? Si on utilise un vote à main levée, c'est-à-dire en levant la main physiquement à l'écran, c'est évidemment limitatif. Donc, ça veut dire, si vous choisissez le vote à main levée comme ça, il vous faut, en complément, demander à chacune des personnes qui sont connectées par téléphone de s'exprimer. Si vous avez beaucoup de gens connectés par téléphone, il vaut mieux passer par la procédure un peu fatigante et contraignante de lire la liste des votants et de noter leur vote, qu'ils expriment par la voix ce pourquoi ils votent. C'est aussi ce qu'on fait, nous, dans les AG de où je suis. Ça va relativement vite. C'est abstention pour contre. On peut noter en 2-3 minutes, on a passé 30 participants sans trop de difficultés. Donc, ça fonctionne assez bien. En revanche, si vous faites un vote électronique en direct, en parallèle de votre assemblée générale, par exemple sur Election Runner ou sur quelque chose, il faut de toute façon avoir une connexion à Internet et un navigateur. Et donc, s'ils n'ont qu'un téléphone, là, ils sont bloqués et ça ne marche pas. Donc, c'est évidemment là une limitation. Et à ce moment-là, il faut passer sur un vote avec une autre modalité, vote papier s'il doit être secret, ou vote à main levée, c'est-à-dire téléphonique, pour que ça fonctionne. On me demande pourquoi Election Runner n'est pas conforme à la CNIL. Eh bien, il faut lire les préconisations de la CNIL. Elles sont vraiment assez drastiques sur les modes de sécurisation des données et sur ce que peut stocker en fait le logiciel et les conditions dans lesquelles ça doit se faire et la localisation des données. Donc, c'est pas très loin en fait, mais le pas très loin d'un point de vue légal ne suffit pas à ce que ça fonctionne. Donc, il faut faire avec. La CNIL, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il détermine un certain nombre de niveaux de risque et de précautions à prendre, en fait. Donc là, je me base sur, si on veut vraiment être au bout du bout des préconisations de la CNIL, évidemment, il y a des petites portes quand même pour faire d'autres choses. Mais si on veut faire du vrai vote électronique, il faut passer par des prestataires en France. C'est un peu la conclusion de notre étude et ça coûte un peu de l'argent. Alors, on n'a pas abordé la question du quorum, effectivement, en situation électronique et des procurations. C'est une question évidemment importante. Si vous mettez en place un processus de vote à distance exhaustif, que ce soit via une plateforme électronique ou du vote papier, en un sens, vous n'avez plus besoin de procuration, puisqu'il vous suffit d'avoir que chaque membre ayant un droit de vote reçoivent ces documents et ait la possibilité de voter pour que du coup la logique de la procuration tombe d'elle-même en un sens. Et quelqu'un qui souhaiterait donner une procuration va donner ses codes de connexion à son copain, on ne le saura jamais, et ça marchera comme ça. Donc ça disparaît un peu. Après, si vous voulez aussi faire un système de procuration dans le vote papier, je crois que c'est possible, il y a des modalités pour le faire, donc ça je vous laisse vous renseigner sur les recettes éprouvées pour faire ça, ce n'est pas impossible. Mais c'est vrai que si on peut voter sans être là, sans assister, techniquement, on peut faire des votes avant les AG également, qui durent avant, voire après. On peut laisser chaque membre s'exprimer tout seul, normalement. Alors, beaucoup de questions. Hop là. Participation depuis un ordinateur ou une tablette, c'est similaire. Une tablette, c'est un ordinateur sans clavier en général, donc ce n'est pas une grosse différence. Néanmoins, selon les plateformes logicielles que vous utilisez, et je ne sais pas pour Zoom, je n'ai pas de tablette, il y a peut-être certaines fonctionnalités qui sont plus ou moins accessibles, et donc ça vaut le coup d'une part de se renseigner, et aussi de limiter ses besoins aux fonctions les plus basiques des logiciels, mais on est à peu près sûr qu'elles seront remplies partout. C'est une très bonne question, et ça peut limiter également. Et voilà, est-ce que j'ai raté des questions? Ou est-ce que quelqu'un a une question? Jean-Marc, tu as la main levée, petite main bleue, est-ce que c'est une question? Jean-Marc Bissauge. Non, c'est juste un test de main levée bleue, d'accord. Est-ce que quelqu'un a une question également? Non? Ok. Donc pour finir notre petit tour de la question, donc, globalement, quand même, vous avez bien senti qu'il y a un modèle que j'ai envie de recommander pour être un peu pragmatique. C'est une convocation par voie électronique, par email, de bien préparer votre AG en ligne, si vous souhaitez la faire en ligne, pour de vrai. Mais faites des tests.
C'est vraiment ça mon conseil, avec 2-3 personnes, et essayer de voir comment ça peut fonctionner. C'est une petite simulation, et vous allez découvrir les problèmes et essayer de les résoudre en vous appuyant sur de l'aide, soit de personnes qui s'y connaissent, soit les aides, les rubriques d'aide. Et puis, favoriser, vous l'avez bien compris, le vote à main levée ou par expression directe des choix. Ça simplifie quand même toute la démarche et ça enlève des outils informatiques. Si c'est possible dans votre gouvernance, c'est quand même pas mal, je pense, d'arriver à cette situation-là. C'est un peu l'idée. Et pour finir, je vais partager un dernier écran et vous le retrouvez encore une fois sur le document. C'est quelques ressources. Donc, le guide de la COFAC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi des pages d'aide des questions fréquentes posées. Le webinaire qu'a fait le CEPRAVOIS il y a 2 semaines, qui a un peu initié en fait cette rencontre, pendant lequel Marie-Claire Martel, donc de la COFAC, a présenté un panorama assez technique et assez légaliste de la question, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. On peut maintenant revoir toute cette vidéo. Elle est indexée en plus avec des petits chapitrages, donc on peut aller à des réponses précises. C'est très bien fait, c'était très bien finalisé. Et il y a des documents également liés. L'ordonnance qui est en lien ici, qui vous permet de faire ces opérations en ligne. Et une petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais fait en sortie de notre AG en ligne. Les infos sont donc un peu datées d'un point de vue légal là-dedans, et certains conseils du coup sont illégaux, puisque je recommande Election Runner, mais on ne le savait pas à l'époque, c'est comme ça. Mais néanmoins, c'est relativement détaillé sur la mise en place de ces solutions, cette solution-là en tout cas. Ça me fait penser à une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure. Si vous faites une assemblée générale en ligne avant le 1er avril, ça peut être aussi l'occasion de proposer à l'Assemblée générale un petit changement de statut qui intégrerait la possibilité de faire des assemblées générales par tout moyen. Vous pouvez avoir quelque chose d'assez ouvert comme formulation, et des votes par tout moyen. Vous trouvez des formules comme ça. Et comme ça vous garantit pour l'avenir de ne pas avoir à attendre que le gouvernement vous autorise à vous adapter à la situation et éventuellement à développer des assemblées hybrides qui, je pense, sont une solution pas trop mauvaise, c'est-à-dire faire une assemblée en réunissant la moitié du cœur, par exemple, et les autres peuvent se connecter et entendre ce qui se passe et interagir. Il faut avoir un petit haut-parleur et un petit micro, mais c'est quand même possible. Et ça peut augmenter la participation, finalement, aux réunions. Si on avait dû organiser cette petite réunion, ce petit séminaire en présentiel, je ne pense pas qu'on aurait eu 50 personnes dans toute la France qui seraient venues à Lyon, dans ma chambre d'amis, là, pour qu'on en discute. Je n'aurais pas eu la place. Et vous ne seriez pas venus. Donc, les outils sont quand même assez chouettes de ce point de vue-là, permettent d'augmenter la participation dans ce type d'ensemble. Et finalement, RTFM, je vous laisserai chercher ce que ça veut dire sur Internet. Pour les plateformes, c'est-à-dire pour les outils technologiques, commencez quand même à aller lire les rubriques d'aide. Je le dis, c'est important, parce qu'on nous pose beaucoup de questions, alors qu'en fait, ces questions sont parfois répondues. Il y est répondu dans les plateformes d'aide des services concernés, et on gagne du temps, en fait, plutôt que chercher tout seul. Et après, on peut consulter les réseaux sociaux, les forums, ainsi de suite. Mais finalement, les aides, typiquement de Zoom, ne sont pas trop mal faites. Jitsi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir. On gagne un petit peu de temps en faisant ça. Donc, voilà rapidement. C'est un peu pour conclure. Je vais faire quelque chose. Pendant que vous réfléchissez à des questions, si vous en avez, ou des remarques, ou des informations, je vais vous partager le fichier que je vous ai promis. Je voudrais revenir sur la procuration. Nous, on est en train de mettre en place notre AG qui va se dérouler prochainement donc en distanciel. Et on a mis un volet de procuration et il s'avère que le volet de procuration, il est assez apprécié par les gens qui sont réfractaires à toute la partie audio-visio. Donc, c'est peut-être un outil complémentaire, c'est tout. Ouais. Non, tout à fait. Moi, il ne faut pas se l'interdire du tout. Hein. Vous avez fait, d'accord, vous avez fait un vote en ligne plus une procuration? Alors, le micro. On aura un vote en ligne à main levée. Ouais. Et en plus, on
on a convoqué tout le monde et on a mis un volet de procuration dans la convocation. Et il y a des personnes qui nous ont déjà répondu en disant « Moi, le vote en ligne, tout ça, la présence en distanciel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je tiens à voter, je file mon bulletin de procuration à quelqu'un. » Donc, c'est tout, c'est simplement un élément complémentaire. Hein, point. Ah non, c'est bien. Voilà, on ne peut pas nacher de l'expérience. Voilà. Tant qu'elles sont un peu suivies d'un point de vue statutaire, enfin qu'on peut tracer d'où viennent les votes et qui a quel pouvoir, ça se passe très bien, quoi. C'est tout à fait possible, hein. Effectivement. D'autres remarques? Quelqu'un, voilà. Non, vous ne connaissez pas ma chambre parce que vous voyez, c'est un fond vert, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. J'ai du linge qui sèche, hein, comme chez tout le monde, mais on ne le voit jamais sur les caméras. Ça se passe comme ça. OK. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques, je pense qu'on va clôturer. Quelle heure est-il? Je n'ai pas du tout suivi. 20h15. C'est pas trop mal. Ça va. Donc, c'est pas une. J'ai pas épuisé le sujet, je le sais bien. On ne donne pas toutes les réponses, mais je voulais faire une première approche, dégrossir un peu la question. Et il y a de toute façon un travail d'adaptation et aussi de consensus au sein de votre bureau pour trouver une bonne solution qui correspond à vos besoins, à vos possibilités pour essayer d'avancer dans cette situation. Vous pouvez aussi vous dire que vous êtes capable d'attendre après le 1er avril, par exemple, si vos statuts vous le permettent, très bien. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il est possible qu'on soit à nouveau ou encore, on ne sait pas, confiné. Ça, c'est ce qu'on a appris ces derniers mois, c'est qu'il y a des surprises à répétition. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait un peu aider avec cette présentation. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Non? OK. Et je ne sais pas si je vais donner la parole, comme d'habitude, en piège à mon président Alain Louiseau, s'il veut conclure. Alain, je t'ai pas posé de questions, Alain, c'est embêtant. Oui, non, merci pour cette présentation formidable, comme d'habitude. Bravo. Moi, je crois que ça permet surtout de démystifier peut-être les outils, de donner envie certainement de faire ces fameuses AG que vous n'avez peut-être pas pu faire encore. Et puis, je crois que ces développements d'outils maintenant, depuis 9 mois, les gens commencent vraiment à être à l'aise avec ça. Peut-être pas tout le monde, mais enfin, il me semble que dans chaque cœur, il y a de plus en plus de personnes à l'aise avec ça. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'outil. Et je crois que dans le monde d'après, évidemment, on aura plaisir à se retrouver en distanciel, mais je pense qu'on utilisera quand même encore un petit peu aussi ces outils-là. Donc, je crois que les deux formes de communication sont intéressantes à différents points de vue. Et autant on aura plaisir à se retrouver, autant il ne faudra pas forcément perdre tout ce qu'on aura appris depuis 9 ou 10 mois. Voilà comme ce que je pourrais dire. J'essaye d'envoyer, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, d'envoyer le fichier. Je l'ai envoyé 1 ou 2 fois. Je vais essayer de le remettre à tout le monde. Attendez une seconde. Alors, arrêtez de mettre des salutations de fin d'année dans le chat et je vais le reposer et vous pourrez le télécharger. Attendez, il faut que je le retrouve. Non, vous faites bien aussi, c'est important. Hop. Est-ce que ça va apparaître? Vous le voyez apparaître dans la discussion? Vous devez pouvoir le télécharger, j'imagine, quelque part. Je pourrais aussi l'envoyer à tous les participants. Je vais le noter. Envoyer le fichier. OK. Il y a quelques références dedans qui peuvent être intéressantes. OK, ça marche. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre patience, de votre écoute et je vous souhaite effectivement une très belle fête de fin d'année si on ne se revoit pas vendredi lors du chant commun et à ce qui est possible ou à d'autres occasions, on ne sait jamais. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée.